Dans cette vidéo, je vous propose comme toujours de réaliser toutes les étapes de montage de ce vêtement pour vous permettre, pourquoi pas, de le faire en même temps que moi. Donc la première chose à faire, c'est bien sûr de couper toutes vos pièces, de les préparer. Donc là, moi j'ai choisi un tissu gris foncé sur l'endroit et donc gris clair sur l'envers. Au moment de couper les pièces, pensez également à reporter les crans qui sont indiqués sur le patronage. Donc un cran, ça se reporte de cette façon, donc au moyen d'une fente de quelques millimètres dans la marge de couture, qui servira de repère au moment du montage. Et pensez également à marquer d'un cran le milieu des pièces qui sont coupées au pli. Alors dans ce modèle, il y a quelques pièces à thermocoller, c'est indiqué là aussi sur chaque morceau, mais également sur la page du plan de coupe, vous avez un tableau récapitulatif. Et pour thermocoller des pièces, je vous recommande de commencer par thermocoller un grand rectangle de tissu et ensuite de venir y couper vos différentes pièces, ça permettra d'éviter une éventuelle déformation. Donc voilà les pièces à thermocoller. Donc moi je vous recommande de thermocoller les deux pieds de colle, les deux cols, deux des quatre poignets et deux des quatre rabats le cas échéant. Maintenant, selon votre tissu, selon s'il est très fin ou pas, selon le thermo également, vous pouvez bien sûr en thermocoller plus ou moins. Vous pouvez décider de thermocoller tous les poignets ou même tous les rabats. Et en revanche, si vous voulez en thermocoller moins, donc notamment pour les cols et les pieds de colle, je vous recommande de thermocoller l'épaisseur qui sera sur le dessus plutôt que celle du dessous. En tout cas, ici et pour la suite, moi, j'ai tout thermocollé puisque mon tissu est assez fin et mon thermo est très très fin également. Si vous avez choisi d'ajouter une poche sur votre modèle, vous pourrez les reporter dès maintenant sur l'endroit du tissu. Mais attention, 5 mm à l'intérieur du tracé qui se trouve sur le patronage, tout simplement pour éviter que ce soit visible une fois la poche plaquée. Et donc pas besoin de reporter tout le tour de la poche, simplement les angles seront suffisants. Mais en tout cas, bien sur l'endroit et 5 mm à l'intérieur du tracé. Ensuite, sur les deux devants, vous pourrez thermocoller la patte de boutonnage. Alors soit vous avez choisi l'option patte de boutonnage cachée, donc comme c'est le cas ici. Donc pour la patte de boutonnage cachée, le devant droit est légèrement plus large que le devant gauche. Et donc là, je thermocolle donc toute la longueur de ma patte de boutonnage ici sur l'envers du devant droit, donc sur 7 cm de large, et sur l'envers du devant gauche sur 6 cm de large. Si vous avez choisi l'option patte de boutonnage non cachée, dans ce cas, le devant droit et le devant gauche sont identiques et donc vous pourrez thermocoller la patte de boutonnage sur 6 cm de large sur l'envers du devant droit et du devant gauche. Et maintenant, dernière étape préparatoire, on va pouvoir bloquer certaines lignes à l'aide de droits-fils thermocollants. Donc pour savoir comment bloquer, je vous ai préparé une vidéo sur le sujet à retrouver sur ma chaîne YouTube. Mais en deux mots, bloquer, ça va vous éviter de déformer certaines lignes déjà au moment de la couture, mais ensuite au fil des lavages et des portées. Alors déjà, pour le choix du droit-fil thermo, donc moi j'aime beaucoup celui-ci, qui est en fait coupé dans le biais, donc qui garde une certaine souplesse et en même temps qui comporte une ligne de couture qui permet de rigidifier l'ensemble et donc il va pouvoir jouer son rôle de bloquer la ligne puisque bloquer ça signifie en fait de la bloquer dans la longueur et la forme qu'elle a sur le patronage. Donc la première chose à faire, ça va être de vérifier que les lignes n'ont pas bougé, donc en positionnant le patronage par-dessus, donc principalement au niveau des courbes, et ensuite vous pourrez thermocoller votre droit-fil. Alors ici, vous remarquerez que j'ai positionné mon droit-fil thermo uniquement sur l'endroit du tissu, puisqu'ici j'ai mon envers.
Et attention, dans ce cas, quand on le pose sur l'endroit, il ne faut surtout pas que ça dépasse la marge de couture, donc qui est partout de 1 cm, sauf sur l'épaule où j'ai un peu plus. Mais donc, j'ai d'abord recoupé mon droit fil thermo avant de le positionner sur l'endroit. Donc, le fait de le positionner sur l'endroit, ça permettra d'avoir un droit fil thermo parfaitement invisible, même sur l'envers du vêtement. Donc j'ai thermocollé, alors sur les devants, j'ai thermocollé l'encolure jusqu'au cran milieu devant, j'ai thermocollé l'épaule et également l'emmanchure. Et sur le dos, j'ai posé mon droit fil thermo sur les emmanchures et également sur l'encolure. Pour l'option poche plaquée, la première chose à faire, ça va être de surfiler ces deux côtés et sa ligne du bas. Donc pour surfiler, l'idéal c'est d'utiliser une surjeteuse 3 fils et sinon vous pouvez toujours avec une machine à coudre classique piquer un point zigzag et éventuellement recouper les effilochures. Ensuite, après les avoir surfilés, je les ai précassés à 1 cm et pour cela j'ai utilisé ce couturomètre en carton, que vous connaissez bien si vous êtes habitué à mes vidéos. Donc c'est tout simplement le report de la graduation d'une règle sur un morceau de carton qui a l'avantage de ne pas craindre la chaleur ni la vapeur. Donc je positionne mon couturomètre de cette façon, je plie mon tissu par-dessus à la longueur souhaitée et à l'aide de mon fer, je repasse de façon à marquer le pli. Donc je marque sur 1 cm sur tout le tour. Et sur le haut de la poche, donc là pas besoin de surfiler. Et je précasse ici une première fois à 1,5, puis une deuxième à nouveau à 1,5. Donc voilà ma poche qui est précassée. Ensuite, je vais pouvoir réaliser un fourreau d'angle. Alors principalement ici et là, mais pourquoi pas aussi ici et là. Donc pour savoir précisément comment faire, je vous ai réalisé une petite vidéo dédiée à ce sujet à retrouver sur ma chaîne YouTube, ou bien si vous êtes sur YouTube d'ailleurs, vous pouvez cliquer sur le petit i qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Donc en 2 mots, pour réaliser le fourreau, ici on va tout déplier. On va laisser le premier pli du haut marqué envers contre envers et là je vais pouvoir replier endroit contre endroit cette fois-ci selon le deuxième pli marqué et maintenant je vais piquer ici sur le pli apparent et sur la largeur du repli uniquement. Et une fois que la couture est faite, comme ici, je vais pouvoir dégarnir la marge de couture mais sur une seule épaisseur. Et ensuite, je vais retourner mon angle sur l'endroit. Et là, je vais pouvoir m'aider d'un poinçon, donc cette pointe métallique, pour le faire ressortir joliment. Je ferai pareil de l'autre côté, donc à ce niveau-là, et également pareil au bas de la poche, où là, de la même façon, j'ouvre mes plis, je replie cette fois-ci endroit contre endroit selon l'un des deux replis. Donc là, je peux également mettre une épingle simplement pour m'aider. Et je vais piquer selon ce repli qui est sur le dessus. Je vais vous montrer à l'aide de ma craie, donc qui est là. Donc là qu'on aperçoit peu à l'écran, mais que moi je vois. Qui est donc dans le prolongement du pli qui est là. Et je pique sur cette largeur uniquement. Et une fois que mes fourreaux d'angle sont faits aux 4 coins, je vais pouvoir surpiquer ici l'ourlet du haut à 1,3 cm du bord. Et maintenant, je n'ai plus qu'à plaquer ma poche sur mon devant. Donc attention, je me souviens bien que j'ai fait les repères 5 mm à l'intérieur du positionnement réel de la poche.
Donc je la centre par rapport à mes différents repères. Hop, voilà. Et maintenant je l'épingle en place. Donc simplement pour éviter qu'elle bouge. Et je vais pouvoir surpiquer son contour d'abord à 8 mm du bord, puis à 1 mm sur tout le tour également. Et donc voilà ma poche qui a sa double surpiqûre sur tout le tour. Ensuite, on va pouvoir s'occuper des rabats, donc que vous ayez choisi le rabat arrondi ou le rabat avec la pointe. Donc la première chose à faire, c'est de les épingler 2 à 2 et endroit contre endroit. Ici, donc j'ai la ligne du haut du rabat que je ne pique pas pour le moment. Je vais piquer sur le pourtour du rabat et d'un seul tenant à 1 cm. Ensuite, au niveau des extrémités des coutures des côtés, je vais dégarnir la marge de couture à 2 mm de la couture et sur environ 2 cm de long. Au niveau de l'arrondi, si vous avez choisi la version avec arrondi, je vais également dégarnir la marge de couture au niveau de l'arrondi et là aussi à 2 mm du bord. Donc là, je peux tout simplement prolonger ici. Donc là, je fais tout le tour de mon arrondi et je peux m'arrêter comme ça. Grossièrement, ça c'est pas un souci. L'idée de dégarnir la marge de couture, c'est tout simplement pour permettre à l'arrondi de mieux se retourner sur l'endroit. Et enfin, au niveau de l'angle là, je vais le dégager en allant jusqu'à pareil 2 mm de la couture environ et en coupant la marge de couture en biais, de cette façon. Là aussi, c'est pour permettre à l'angle de bien se retourner. Et l'idée, c'est quand on replie sur les coutures, il ne faut pas que les marges de couture se superposent ici, pour éviter les surépaisseurs et donc permettre à l'angle de bien se positionner. Donc c'est pour cette raison qu'on dégarnit en biais comme ceci. Si vous avez choisi l'autre forme, donc voilà ce que ça donne. Donc là aussi, l'autre forme de rabat, donc là avec la pointe. Donc là aussi, j'ai dégarni les extrémités des coutures de côté sur environ 2 cm de long. Et maintenant, je vais pouvoir dégarnir les 3 angles de la même façon. Il vaut mieux recouper plus que pas assez, mais en tout cas, attention à ne pas trop s'approcher de la couture pour ne pas la fragiliser. Et là, au niveau de la pointe, je vais pouvoir dégarnir en V, comme ça et comme ça. Puisque là encore, l'idée c'est de ne pas avoir de marge qui se superpose lorsque je replie ma marge de couture. Ensuite, je vais replier les marges de couture vers le rabat qui n'est pas thermocollé. Donc là, j'écrase un peu. Ça va là encore permettre à l'angle de mieux se retourner. Et ensuite, je les maintiens comme ceci pour retourner mon angle. Et je vais maintenant pouvoir l'aider à bien se former à l'aide d'un poinçon. Donc c'est ce type de pointe métallique, donc je le passe à l'intérieur et je pousse délicatement la matière pour essayer d'avoir un bel angle. Au niveau de l'arrondi, là tout simplement j'humidifie un peu mes doigts et je fais rouler la marge de couture entre mes doigts pour lui permettre de se positionner bien sur le bord et donc pour m'aider à former ce bel arrondi. Voilà, maintenant je vais repasser l'ensemble à plat. Et sur tout le tour d'un seul tenant, je vais pouvoir surpiquer d'abord à 8 mm, puis à 1 mm du bord. Et je ne surpique pas cette ouverture
que je laisse telle quelle. Donc idem sur le rabat à pointe, donc là aussi, je précasse ici mes angles, je maintiens et je retourne. Et enfin, ma pointe métallique qui va m'aider à fignoler tout ça. Voilà, donc ici, pareil, un coup de fer à repasser et ensuite je pourrai surpiquer sur son pourtour à 8 puis à 1 mm du bord. Et donc voilà ce que ça donne une fois que mes deux surpiqûres sont faites. Ici au niveau de l'arrondi, j'ai commencé par retracer à la craie ma future ligne de surpiqûre à 8 mm du bord parce que c'est quand même assez difficile d'avoir une jolie courbe sans avoir retracé au préalable la ligne sur laquelle piquer. Et maintenant je vais pouvoir assembler mon rabat sur mon devant et donc au-dessus de la poche. Alors tout d'abord, pour les rabats avec angle arrondi, ils doivent se positionner de cette façon, c'est-à-dire l'arrondi du côté de la patte de boutonnage et la partie thermocollée ici sur le dessus. Donc je positionne l'endroit de mon rabat, donc c'est-à-dire la partie thermocollée, sur l'endroit de mon devant, donc de cette façon, et bord à bord ici avec le haut de la poche. Là je positionne deux épingles. Et je vais pouvoir retracer donc côté rabat une ligne à 1,5 cm au-dessus de la fin de la poche. Donc je la trace côté rabat. Et je vais piquer sur cette ligne tout simplement de façon à assembler le rabat au devant. Et une fois que c'est piqué ici, je vais pouvoir recouper la marge de couture à ras, ou quasiment. Pour ensuite basculer le rabat en repliant le long de la couture que je viens de faire. Là, je peux repasser avec un peu de vapeur. Et ensuite, sur le haut du rabat, je vais surpiquer d'abord à 8 mm, puis à 1 mm du bord. Et donc voilà le résultat après avoir terminé ma double surpiqûre. Et voilà mon rabat qui est maintenant assemblé. Je vais maintenant pouvoir m'occuper du col et je vais commencer par les épingler endroit contre endroit sur leur plus grande ligne, donc celle-ci, en les positionnant bord à bord. Donc je fais correspondre les extrémités, le cran du milieu puisqu'il s'agissait d'une pièce coupée au pli, donc j'ai marqué son milieu d'un cran en principe, et l'autre extrémité. Sur cette ligne, je vais piquer maintenant à 1 cm du bord. Et ensuite, j'ai ouvert la marge de couture comme ici. Maintenant, je vais positionner les côtés du col endroit contre endroit. Et je vais pouvoir piquer à 1 cm. Je les positionne toujours bien bord à bord. Donc j'ai piqué les côtés à 1 cm et ensuite j'ai repiqué à petits points sur chaque angle. Donc environ 2 cm de part et d'autre d'un seul tenant. Ce qui va me permettre maintenant de dégager l'angle sans avoir peur de recouper les coutures. Donc je m'approche à environ 2 mm de la pointe, de la couture de la pointe.
Voilà, je plie sur les coutures pour vérifier comment se positionnent les marges de couture. Elles ne doivent pas se superposer au niveau de la pointe. Là, elles se superposent, donc je dégarnis légèrement plus. Et là, quand je plie, elles tombent quasiment bord à bord. Donc ça, c'est très bien. Ça va me permettre d'avoir un angle un peu plus joliment formé. Donc je laisse les marges de couture repliées comme ceci. J'écrase bien sur les côtés. Et tout en les maintenant, je vais pouvoir retourner cet angle sur l'endroit. Comme toujours, je vais m'aider de mon poinçon. Où est-il? Il est là. Pour retourner mon angle un peu plus joliment. Donc je pousse la matière délicatement pour me permettre de le ressortir. Et je fais pareil des deux côtés. Et enfin, une fois que mon col a été retourné sur l'endroit, j'ai glacé son bord encore ouvert, donc c'est-à-dire j'ai piqué quelques points dans la marge de couture simplement pour maintenir mes deux épaisseurs bien bord à bord. Donc sur tout le tour du bord ouvert. Ensuite, sur l'un des deux pieds de colle, j'ai précassé la ligne du bas sur 1 cm. Si vous avez décidé de ne thermocoller qu'un seul des deux pieds de colle, il faut choisir ici celui qui n'est pas thermocollé. Maintenant, je vais pouvoir épingler endroit contre endroit la ligne du haut de ce pied de colle avec le col du dessous, donc celui qui n'est pas thermocollé, le cas échéant. Bon, en l'occurrence, j'ai thermocollé l'ensemble, donc peu importe en fait de quel côté je vais épingler mon pied de colle. Et je commence par faire correspondre le cran du milieu, puisque ces deux pièces étaient coupées au pli, donc je retrouve ici un cran. Là, je positionne une épingle, donc attention, toujours perpendiculairement à ma future couture. Aux extrémités, je retrouve ici sur le pied de colle un cran qui correspond à la fin du col. Là, j'épingle et entre ces deux épingles, je vais pouvoir en rajouter d'autres de façon à maintenir les deux pièces bien bord à bord. Voilà, idem de l'autre côté et ensuite je vais pouvoir piquer sur cette ligne à 1 cm. Et maintenant que ce premier pied de colle est piqué sur le col, je vais pouvoir retirer les épingles. Et de l'autre côté du col, de ce même col, je vais épingler endroit contre endroit l'autre pied de colle. Donc là, idem, je fais correspondre les côtés, les crans, et au niveau du bas du pied de colle, je vais pouvoir déplier le pli que j'avais précédemment marqué. Voilà, je l'épingle sur tout le tour, donc les deux pieds de colle ont la même forme, donc l'épinglage est facile. Voilà, là encore, je peux positionner autant d'épingles que je souhaite. Le but, c'est d'être à l'aise. Et tant qu'elles sont perpendiculaires à ma future couture, elles ne seront pas gênantes au moment de piquer. Voilà, à l'autre extrémité, de la même façon, je vais déplier le pli du pied de colle précédemment marqué. De façon à positionner l'ensemble bien bord à bord. Maintenant, au niveau de chaque arrondi, je vais tracer la future ligne de couture à 1 cm du bord, puisque là, ça va être très important d'avoir une piqûre qui est un joli arrondi.
un arrondi en tout cas très net. Donc là sur tout le tour, donc à l'aide d'un stylo craie ou bien d'un friction pen, selon ce que vous avez et ce que vous préférez. Voilà, je trace des petits pointillés qui correspondront donc à ma future ligne de couture. Et une fois que ce sera fait, je vais pouvoir piquer sur cette ligne, donc sur mes pieds de colle, de part en part, à 1 cm. Et donc voilà ce que ça donne au niveau des arrondis. Donc grâce au tracé que j'ai fait à la craie de la future ligne de couture, ça m'a permis de faire un arrondi très net, très propre. Et de l'autre côté, j'ai donc bien déplié le pli que j'avais précédemment marqué. Et donc j'ai piqué sur tout le tour d'un seul tenant. Et j'ai fait la même chose également de ce côté, enfin sur l'arrondi de l'autre côté. Maintenant, je vais dégarnir la marge de couture, sauf sur les 2 premiers centimètres à chaque extrémité. Et je vais la recouper à 2-3 mm de la couture que je viens de faire. Et donc idem de l'autre côté, je m'arrêterai à 2 cm de l'extrémité pour laisser la marge de couture pleine, donc sur les 2 derniers centimètres. Donc voilà ce que ça donne. Et sur chaque extrémité, je vais ouvrir la marge de couture à l'aide de mon fer. Et enfin, j'ai retourné l'ensemble sur l'endroit et j'ai repassé soigneusement. Voilà, pour que tout se positionne correctement. Et donc aux extrémités, je laisse bien cette marge de couture ouverte. Pour le montage des manches, on va commencer par précasser les décrochés qui se situent au bas des manches dos et devant. Alors sur la manche dos, j'ai précassé sur 2 fois 2,5 cm. Donc toujours précassé, c'est-à-dire replié vers l'envers et marquer le pli au fer. Je me suis aidée de mon couturomètre. Et donc j'ai précassé une première fois sur 2,5, puis une deuxième. Sur la manche devant, j'ai précassé sur 2 fois 1 cm. Au niveau du décroché de la manche dos, je vais pouvoir l'ouvrir. Et ici, donc sur l'envers de la manche, je vais marquer la future ligne de couture à 1 cm du haut et sur 7,5 cm de long. Donc je prends une règle, une craie, un friction pen, peu importe. Voilà, cette ligne qui mesure 7,5 cm. Maintenant sur le haut du décroché, donc ici je vais réaliser un fourreau d'angle. Donc je laisse mon premier repli plié envers contre envers. Et je vais plier maintenant endroit contre endroit selon le deuxième pli que j'avais précassé. Donc là, il y a un léger décroché de 5 mm entre le reste de la manche et mon décroché replié. Voilà, et donc je vais piquer ici, donc sur la ligne que j'ai tracée, en m'arrêtant précisément sur la fin en fait de cette ligne. Donc j'ai piqué sur cette ligne en m'arrêtant précisément sur la fin de ma ligne. Et maintenant je vais cranter, donc je vais couper entre l'angle qui est là et la fin de ma couture en prenant une seule épaisseur de tissu. Et je m'approche au maximum de la fin de la couture. Ce
qui va me permettre maintenant de retourner mon décroché sur l'endroit. Alors là, je ne suis pas exactement au bout. Et j'ai donc une prise en fourreau sur le haut de mon décroché, ce qui me permet d'avoir une finition très nette. Et ensuite, une fois que mon décroché a donc été retourné sur l'endroit, que j'ai bien ressorti mon angle, tout simplement, j'ai surpiqué le décroché ici à 2 mm, de façon à le maintenir bien fermé. Ensuite, toujours sur la manche dos, sur la ligne qui est au-delà du décroché, donc qu'on appelle ici ligne de coude, eh bien j'ai précassé sur 1 cm, mais attention vers l'endroit du tissu qui est là. Parce que généralement, quand on dit précassé, on entend toujours plier vers l'envers du tissu, mais là, simplement, cas exceptionnel, on plie vers l'endroit. Donc, je me suis aidée, comme toujours, de mon couturomètre, et à l'aide de mon fer, j'ai précassé cette ligne sur tout le long, donc à 1 cm. Pour la suite, je vais pouvoir la réouvrir, et je vais prendre ma manche devant, que je vais positionner endroit contre endroit sur la manche dos, et en allant la caler sur le pli, contre le pli que je viens de marquer. Donc finalement, la manche devant se trouve être à 1 cm du bord de la manche dos. Donc là, j'épingle les extrémités qui doivent correspondre. Au niveau des décrochés, ici, on doit avoir la même longueur de manche. Donc là, simplement, je ne vais pas piquer sur les décrochés pour le moment. Simplement, je mets une épingle pour être sûr d'avoir la bonne longueur de manche. Et maintenant, je peux rajouter, bien sûr, d'autres épingles sur toute ma longueur. Ensuite, je vais pouvoir piquer sur cette ligne. Donc, je vais commencer là. Je vais piquer à 2 cm du bord de la manche dos. Et je descends jusqu'à 1 cm au-delà du haut des décrochés. Donc voilà ma couture qui est faite. Je me suis donc arrêtée ici 1 cm plus bas que le haut des décrochés. Je vais pouvoir retirer mes épingles. Et je vais retrouver donc le pli marqué sur la manche dos. Je vais tout simplement le rabattre par-dessus la marge de couture que je viens de créer. Donc là, je peux positionner quelques épingles pour la maintenir en place. Je peux également m'aider du fer pour bien la plaquer. Donc avec le fer, ça m'aidera à bien la maintenir en place. Et je vais la glacer, donc c'est-à-dire que je vais la piquer simplement pour la maintenir en place à 2 mm du bord sur tout le long. Et voilà donc le repli qui est glacé. Et maintenant, à l'aide du fer, je vais le plaquer entièrement vers la manche devant. On positionne bien à plat. Je plaque également le décroché du devant. Et je vais me mettre sur l'endroit du tissu pour surpiquer ici. Donc je pars du décroché du devant et je surpique ici à 8 mm du bord ou à 8 mm de la couture, puis à 1 mm sur toute la longueur, donc décroché du devant compris. Alors au moment de faire la surpiqûre, attention à ne pas prendre le décroché du dos qui doit rester libre. Donc voilà ce que ça donne. Donc une fois que ma surpiqûre a été faite, du bas du décroché de la manche devant jusqu'en haut de la manche. Maintenant, je vais m'intéresser aux deux décrochés. Donc je vais repositionner le décroché de la manche dos en dessous. Je vais plaquer la manche devant par-dessus et je vais mettre une épingle là, puisque je vais m'intéresser au haut des décrochés. Donc là, je le sens en transparence, je sens son épaisseur. Si besoin, je peux me tracer une petite ligne. L'idée, c'est de fixer en fait le décroché de la manche dos sur la manche devant, donc sur sa partie haute,
et de piquer perpendiculairement à mes surpiqûres. Donc là, je vais piquer une ligne ici, uniquement sur la largeur de mon décroché d'eau. Et donc voilà ce que ça donne une fois que ma ligne est piquée et sur l'envers. Donc ça a parfaitement pris le haut de mon décroché. Ensuite, sur le haut de la manche, donc au niveau de la tête de manche, j'ai piqué un fil de fronce entre les crans les plus éloignés. Donc un fil de fronce, ça s'obtient tout simplement avec un point très long et une tension du fil très faible. Ensuite, sur le bas de la manche, j'ai commencé ici à former le premier pli. Donc à partir du décroché, j'ai replié mon bas de manche endroit contre endroit de façon à superposer les crans. Et dans le prolongement des crans, j'ai piqué sur environ 1,5 cm. Donc je vais faire pareil pour les deux crans suivants. Donc je plie endroit contre endroit, je superpose mes crans. Je positionne le bas bien bord à bord. Voilà, je peux éventuellement même mettre une épingle. Et là, dans le prolongement du cran, je vais piquer sur environ 1,5 cm. Et donc après avoir piqué mes petits plis sur environ 1,5 j'ai plaqué les ressources à l'opposé de mon décroché et enfin je les ai glacés en bas. Donc tout simplement, j'ai piqué quelques points dans la marge de couture pour les maintenir bien en place. Maintenant, je vais pouvoir fermer les côtés de ma manche avec la technique de la couture anglaise. Donc je vais commencer par les superposer envers contre envers. J'épingle les extrémités, je fais correspondre les crans. Voilà, il y en a deux ici. Donc là, je positionne mes épingles un peu loin du bord, surtout si vous faites la première couture à la surjeteuse. Et donc, pour réaliser cette couture anglaise, je vais commencer par piquer une première fois à 8 mm du bord. Donc si vous avez une surjeteuse, le surfil avec 3 fils mesurant 5 mm, vous pourrez donc recouper 3 mm de matière. Et avec une machine à coudre classique, donc vous piquez donc à 8 mm et ensuite vous recoupez de moitié la marge de couture. Et donc voilà ma première couture qui est faite. Maintenant je vais pouvoir retourner ma manche sur l'envers. Je vais replier le long de la couture que je viens de faire, donc très précisément. Donc je peux m'aider du fer, bien sûr. Là, je peux positionner quelques épingles. Et je vais maintenant donc renfermer la marge de couture précédemment créée dans une autre couture en piquant cette fois-ci à 6 mm du bord. Et ensuite, une fois que ma couture anglaise est terminée, comme ici, je la plaque au fer vers la manche devant. On va maintenant pouvoir s'occuper des poignets et comme ici, j'ai commencé par précasser la ligne droite des deux poignets qui ne sont pas thermocollés sur 1 cm, donc toujours à l'aide de mon couturomètre. Ensuite, je vais pouvoir positionner mes poignets 2 à 2 et endroit contre endroit. Donc ici, j'ai un poignet thermocollé. Là, celui qui ne l'est pas, je les positionne endroit contre endroit. Je vérifie que sur la ligne du haut, l'écran corresponde bien. Donc là, c'est bon. Et je les épingle sur la ligne qui comporte l'arrondi en dépliant ici le décroché que je viens de marquer. Donc là, les longueurs sont identiques, donc l'épinglage est très facile. Et avant de piquer, je vais retracer ici la future ligne de couture à 1 cm du bord, dans la mesure où c'est un arrondi et que c'est toujours plus facile de bien former l'arrondi quand la ligne de couture est marquée. Parce que directement à la machine, c'est pas facile. Voilà, et pareil sur l'autre.
Donc la ligne de couture s'appelle également la ligne du fini. Donc là, on est en train de tracer la ligne du fini du poignet. Et donc, je pique sur le pourtour du poignet, donc sur cette ligne ici, à 1 cm. Et pour le moment, je ne m'occupe pas de cette ouverture qui reste donc ouverte. Et ensuite, après avoir piqué sur tout le tour, j'ai dégarni la marge de couture, sauf sur les 2 derniers centimètres à chaque extrémité, pour avoir une toute petite marge de 2-3 mm environ. Maintenant, je vais pouvoir retourner mon poignet sur l'endroit. Donc là, au niveau des arrondis, je fais attention à ce qu'ils ressortent bien. J'humidifie un peu mes doigts pour faire rouler la marge de couture au niveau des arrondis et donc me permettre de joliment le former. Et à l'aide du fer, je vais pouvoir le replier correctement, donc en mettant la couture sur le bord, sur tout le tour. Et ensuite, au niveau des extrémités, je pourrais ouvrir cette marge de couture au fer. Et donc voilà mon poignet qui a été bien repassé. Aux extrémités, j'ai donc ouvert la couture au fer et j'en ai profité pour remarquer correctement le pli à 1 cm, donc celui que j'avais marqué au tout début. Et ensuite, je vais donc pouvoir assembler le poignet sur le bas de la manche. Donc je laisse ma manche sur l'envers, je ne la retourne pas et je vais prendre mon poignet du côté, enfin je vais commencer par épingler le côté du poignet qui est thermocollé et endroit contre endroit, donc à l'intérieur de ma manche. Alors attention, j'ai un cran double sur le poignet, donc celui-ci, qui doit correspondre au pli de mon bas de manche. Donc là, ils ne sont pas ici, donc ça veut dire que c'est l'autre poignet qui correspond. Donc voilà, c'est bien celui-là. Donc je prends son côté thermocollé, endroit contre endroit, et je les positionne bord à bord. Donc là, la couture du poignet correspond avec l'extrémité du décroché de la manche dos. J'épingle et je fais tout le tour de mon bas de manche pour ensuite, alors là je trouve un cran sur le poignet qui correspond à ma couture anglaise, couture de côté de la manche. Donc sinon je les positionne bien bord à bord et je continue à tourner. Les 2 crans suivants correspondent donc à mes plis du bas de manche. Et enfin, la couture de mon poignet correspond avec l'extrémité de ma manche. Et donc je laisse la couture ouverte sur le côté de mon poignet. Et ensuite sur cette ligne, je vais maintenant pouvoir piquer à 1 cm. Donc voilà mon poignet qui est piqué. Aux extrémités, j'ai bien laissé la petite marge de couture du poignet ouverte. Donc je n'ai pris qu'une seule épaisseur de cette marge de couture. Maintenant, je vais pouvoir retirer les épingles. Je vais ressortir le poignet et au fer, je vais plaquer la marge de couture vers le poignet. Ensuite, par-dessus, je vais pouvoir rabattre l'autre côté du poignet. Là, je retrouve le pli que j'avais prémarqué. Je vais donc replier sur cette marque et je vais l'épingler de façon à tout juste recouvrir la couture que je viens de faire précédemment. Et donc là, je l'épingle sur tout le tour. Et là, j'arrive à peine 1 mm au-delà
de la couture de façon à la cacher. Donc je l'épingle sur tout le tour, bien à plat. Aux extrémités, je fais attention à bien rentrer toute la matière. Donc je peux pourquoi pas m'aider du fer, hein, bien sûr, pour être sûr que tout se positionne bien. Et maintenant, toujours sans retourner la manche, je vais positionner mon pied de biche ici à l'intérieur. Et je vais surpiquer donc côté poignet à 1 mm de la couture d'assemblage, tout en retirant les épingles avant d'arriver dessus. Ça permet d'avoir une surpiqûre un peu plus nette. Donc je pique à 1-2 mm de ma couture d'assemblage de façon à prendre toutes les épaisseurs. Et donc voilà ma dernière couture qui a été faite. Donc ici, et ce qui a permis de prendre parfaitement l'autre côté du poignet. Voilà, maintenant pour la suite, je vais pouvoir repositionner ma manche sur l'endroit. Et maintenant, on va pouvoir assembler le dos et le devant et on va commencer par réaliser une couture anglaise sur l'épaule. Donc ici, j'ai réalisé la première couture de ma couture anglaise. Donc j'ai donc positionné l'épaule du devant envers contre envers sur l'épaule du dos. J'ai fait correspondre les extrémités, j'ai épinglé bord à bord et j'ai piqué à 0,8. Maintenant, je vais pouvoir ouvrir cette couture. Là, je peux repasser de façon à plaquer la marge de couture et je vais replier en mettant cette couture le long du pli. Là, je positionne quelques épingles et je vais pouvoir faire la deuxième couture de ma couture anglaise, cette fois-ci à 6 mm. C'est ce que j'ai déjà fait sur l'autre épaule. Donc la couture anglaise ici est terminée et ensuite à l'aide du fer, je l'ai plaquée vers le dos. Et ensuite, de la même façon, je vais fermer les côtés au moyen d'une couture anglaise. Donc là, j'ai positionné mes côtés envers contre envers. J'ai réalisé ma première piqûre à 8 mm. Je vais plier le long de cette couture en la mettant bien sur le bord. Je mets de mon fer, je positionne quelques épingles et je pourrai piquer à 6 mm. Ce que j'ai déjà fait sur l'autre côté. Donc voilà ma couture anglaise qui est terminée, donc c'est parfaitement propre. Et ensuite au fer, je la plaque vers le dos. Ensuite au bas de la chemise, on va pouvoir précasser le futur ourlet sur 2 fois 7 mm. Donc on va réaliser un ourlet double. Pour démarrer, moi j'ai commencé par surfiler la bordure. Je trouve ça assez pratique parce que d'une part, ça supprime les effilochures, ça fait une bordure nette. Et d'autre part, comme mon surfil mesure 5 mm de large, c'est assez facile pour précasser sur 7 mm. La mesure est presque indiquée en fait sur le bas du tissu grâce au surfil. Sinon, vous pouvez bien sûr utiliser le couturomètre. En revanche, au niveau des courbes, si vous avez choisi cette forme-là, la forme liquette, il vous faudra un couturomètre beaucoup plus petit pour pouvoir le déplacer régulièrement. Donc j'ai précassé une première fois sur 7 mm, puis une deuxième fois sur tout le tour. Donc, quelle que soit la forme que vous avez choisie pour le bas de la chemise. Et alors là, au niveau des courbes, j'ai laissé quelques épingles, ce sera aidant pour plus tard. Mais en tout cas, je vous recommande vivement de précasser cet ourlet, ce futur ourlet, pour éviter particulièrement d'avoir un tissu, notamment dans les courbes, qui gondole ou qui vrille. Voilà. Et ensuite, au niveau des extrémités, je n'épingle pas du tout et au contraire, je déplie puisque je vais maintenant pouvoir m'intéresser à la patte de boutonnage.
Pour réaliser l'option patte de boutonnage cachée, on a un devant droit qui est donc plus large que le devant gauche. Alors attention, quand je parle de devant droit et devant gauche, je me réfère au vêtement une fois porté, donc sur l'endroit. Donc ici, c'est mon devant droit, donc qui est plus large. J'ai commencé par déplier l'ourlet que j'avais précassé. Ici, j'ai marqué un rectangle de 1,5 par 9 et j'ai coupé selon les lignes de ce rectangle. Donc j'ai retiré un rectangle de 1,5 par 9 sur le devant droit et de 0,7 par 8 sur le devant gauche. Ensuite, sur le devant droit, j'ai précassé une première fois à 4 cm du bord, puis une deuxième fois à 6 cm du bord. Pour le devant gauche, j'ai précassé une première fois à 3 cm du bord, puis une deuxième fois à nouveau à 3 cm du bord. Donc là, pour ces lignes droites, on peut tout à fait utiliser le grand couturomètre, ce sera d'ailleurs très pratique. Sur la patte de boutonnage du devant droit, j'ai laissé mes deux replis marqués et j'ai piqué à 3 cm du bord sur tout le long. Ensuite, à l'aide de mon fer, je vais rabattre cette partie de la patte de boutonnage et je vais faire en sorte que, à ce niveau-là, sur la bordure, cette partie de la patte rentre légèrement par rapport à l'autre du dessous qui doit un petit peu dépasser, donc d'1 ou 2 mm. Et j'écrase le tout au fer. Et sur la patte de boutonnage du devant gauche, je vais réaliser un fourreau. Donc je laisse mon premier repli envers contre envers, je mets une épingle, je plie selon la ligne marquée, cette fois-ci endroit contre endroit. J'épingle et là, je vais pouvoir piquer sur le repli que j'aperçois ici, donc à 7 mm du bord et sur la largeur de la patte uniquement. Et ensuite, une fois que ma couture est faite, je vais pouvoir retourner ma patte sur l'endroit. Et comme toujours, je vais m'aider de mon poinçon pour faire ressortir l'angle correctement. Donc il se positionne tout seul puisque c'est un angle droit, donc c'est très facile. Ensuite, je vais repositionner, retrouver les plis que j'avais prémarqués au niveau de l'ourlet, du bas de la chemise. Donc là, je peux évidemment m'aider du fer, comme toujours, c'est mon meilleur allié. Et donc là, je peux éventuellement poser une épingle, mais temporairement. Voilà, pareil de l'autre côté, donc sur le devant droit, où là, pour le coup, l'ourlet vient se positionner par-dessus la patte de boutonnage cachée. Je ne peux pas faire de fourreau ici. Voilà, je vérifie que mon ourlet est bien positionné sur tout le tour pour ensuite pouvoir le surpiquer à 5 mm du bord et je retirerai chacune des épingles avant d'arriver dessus pour avoir un rendu un peu plus propre. Et donc voilà mon ourlet qui a été surpiqué. Donc ici je suis côté patte de boutonnage cachée. Donc l'ourlet du bas arrive par-dessus la patte. Donc je l'ai piqué sur tout le tour. Donc grâce à la bonne préparation, il ne vrille pas du tout. Et au niveau du devant gauche, ici, l'ourlet est pris à l'intérieur du fourreau. Et enfin, pour terminer, j'ai surpiqué ma patte de boutonnage du devant gauche à 2,8 cm du bord et sur toute la longueur. Et si vous avez choisi l'option patte de boutonnage non cachée, eh bien tout simplement, il faudra recouper le devant droit à la même longueur que le devant gauche et il faudra réaliser toutes les étapes qui ont été faites sur le devant gauche devront également être faites sur le devant droit.
Et maintenant, je vais pouvoir assembler le col sur l'encolure de la chemise. Et je vais commencer par prendre le pied de col qui n'a pas été précassé. Et je vais le positionner en droit du pied de col sur envers de la chemise. Donc je commence par faire correspondre le cran du milieu du pied de col avec milieu dos. J'épingle. Puis je vais faire tout le tour. Donc le cran suivant sur le pied de col correspond à la couture de l'épaule. Et je positionne le tout bien bord à bord à ce niveau-là. Et ensuite, l'extrémité de mon pied de col va jusqu'à l'extrémité de ma patte de boutonnage. C'est là où il faut être vraiment très très précis. Donc là, je fais bien attention à positionner le tout bord à bord à ce niveau-là. Et la couture du côté du pied de col, donc d'ailleurs je retrouve ici la petite marge de couture que j'avais ouverte, donc je la laisse ouverte. Et cette couture doit parfaitement correspondre avec la fin de la patte de boutonnage. Donc ici, je fais attention à être vraiment parfaitement positionnée et j'épingle. Entre ces différents crans et ces extrémités, je vais rajouter d'autres épingles. Donc je tire l'ensemble pour faire correspondre les longueurs, bien qu'elles soient identiques, mais pour aider la matière à bien se positionner. Voilà, et idem de l'autre côté. Donc là, c'est la même chose. J'ai un cran pour la couture de l'épaule. Et ensuite, l'extrémité du pied de col va jusqu'à l'extrémité de la patte de boutonnage, où là, je prends bien les deux épaisseurs de ma patte de boutonnage. Et donc là, même chose que l'autre côté. La seule différence, c'est que comme j'ai une patte de boutonnage cachée ici, j'ai deux épaisseurs de patte de boutonnage. Et j'épingle. Voilà, alors pour être sûr que mon pied de col a été bien positionné, je vais commencer par piquer le pied de col uniquement aux extrémités, donc sur quelques centimètres au niveau des pattes de boutonnage. Je pique à 1 cm ici et là-bas et je vérifie que tout se positionne correctement. Donc voilà, à chaque extrémité du col, j'ai piqué sur à peine 2 cm de long et à 1 cm du bord. Donc simplement pour fixer l'extrémité du pied de col et pour me permettre de vérifier que tout tombe bien. Donc l'idée c'est quand on retourne de l'ensemble, tel qu'il sera positionné à la fin, c'est-à-dire que je rabats de l'autre côté le pied de col qui a été précassé. Et bien ici, je dois avoir le minimum de décroché. Bon là, j'en ai un petit peu, mais peut-être que je vais pouvoir le ravoir au moment de piquer et certainement en dégarnissant aussi les marges de couture à l'intérieur. Donc là, on est pas mal. Donc si ici, après avoir cousu sur 1 ou 2 cm, vous vous rendez compte que ça ne va pas, eh bien je vous recommande de découdre et de recommencer jusqu'à avoir un rendu qui vous satisfasse. Et de l'autre côté, donc pareil, j'ai piqué sur 1 cm, voilà, ça peut suffire même. Et maintenant, donc, je retourne cette extrémité en retrouvant le pli prémarqué. Donc là, ça devrait mieux se placer puisque la patte de boutonnage du côté gauche est en simple épaisseur. C'est un peu plus facile. Et effectivement, ici, donc pareil, le décroché que j'ai entre le pied de col et la patte de boutonnage est vraiment minime.
Donc on est pas mal. Donc maintenant je repositionne mon pied de colle comme il faut. Donc j'ai conservé l'épinglage que j'avais fait. Je peux rajouter des épingles si besoin. Et maintenant je vais pouvoir piquer le pied de colle de part en part à 1 cm du bord. Et une fois que c'est piqué, j'ai plaqué la marge de couture au fer vers le col. Maintenant aux extrémités, je vais pouvoir légèrement dégarnir les marges de couture, mais de la pâte de boutonnage seulement. Je ne touche pas à la marge de couture du pied de colle. Et je ne m'approche pas trop près non plus de la couture du bas. Idem de l'autre côté. Et maintenant, je vais rabattre le pied de colle qui a donc été précassé par-dessus la marge de couture que je viens de créer, de façon à tout juste recouvrir la couture. Enfin, je dois la recouvrir d'environ 2 mm. Ici, je vais positionner mes épingles à la place en fait de la future couture, puisque ça va me permettre de vérifier que tout tombe bien. Et de toute façon, comme il s'agit d'une surpiqûre, moi je vous recommande toujours de retirer les épingles pour avoir une surpiqûre nette. Et donc là, on retirera chacune des épingles avant d'arriver dessus. Mais le fait de les positionner dans ce sens-là, ça permet de pouvoir vérifier que le pied de colle est bien positionné sur tout le tour. Et c'est vraiment très important sur une chemise d'avoir un col qui soit bien monté. Au niveau des extrémités, eh bien, je fais en sorte que les marges de couture ne soient pas trop gênantes, donc je les rabats bien vers le haut. Et là aussi, je positionne un maximum d'épingles. Donc là, vraiment, si besoin, je passe du temps. C'est important, très important même ici, d'avoir un joli rendu. Ça va être très visible et si le montage du pied de colle est raté, ça peut être vraiment très dommage pour la chemise. Voilà, donc je peux m'aider de tout ce dont j'ai besoin, donc du fer, d'épingles. Voilà, n'hésitez pas à passer vraiment du temps sur cette préparation. Comme je vous le dis très souvent, la préparation c'est 95% de réussite du projet. Donc préparez-les soigneusement. Voilà, une fois que c'est bon, donc je réalise cet épinglage sur tout le tour. Je vais pouvoir me mettre ici dans le sillon. En fait, là, je vais commencer par vérifier que mes épingles, donc là on les aperçoit, tombent bien dans le sillon de la couture d'assemblage du premier pied de colle. Et je vais donc piquer ici, dans le sillon, en retirant mes épingles petit à petit et sur tout le tour, ce qui permettra d'accrocher, enfin de piquer, d'assembler le pied de colle du dessous, celui-ci. Et donc voilà ce que ça donne une fois que ma couture a été faite. Donc grâce à la bonne préparation des pièces, eh bien c'est allé tout seul. Donc j'ai positionné mon pied de biche ici sur l'envers de la chemise et j'ai piqué dans le sillon de la couture d'assemblage du premier pied de colle tout en retirant les épingles avant d'arriver dessus et j'ai piqué de part en part. Voilà, et de l'autre côté, donc vu que l'épinglage a été précis et minutieux, eh bien ça tombe pile à 2 mm du bord, donc c'est parfait. À noter que moi je préfère toujours que le col soit particulièrement propre sur l'intérieur. Pourquoi? Parce que j'estime qu'on porte quand même quasiment toujours une chemise ouverte, enfin un petit peu ouverte, et donc c'est plus cette couture cette couture là que l'on va voir plutôt que celle-là. Donc très important d'avoir une couture propre à l'intérieur. Et donc voilà, c'est maintenant terminé pour l'assemblage du col. Et maintenant, je vais pouvoir passer à l'assemblage des manches. Donc pour cela, j'ai mis ma chemise sur l'envers.
Je prends ma manche que je garde sur l'endroit et je la passe à l'intérieur de la chemise pour venir la positionner sur son emmanchure correspondante. Donc vous retrouverez sur la manche devant un cran double, c'est-à-dire 2 crans espacés d'1 centimètre qui correspondent au devant. Donc ici, ce cran double correspond au cran double que je retrouve sur l'emmanchure. Donc je fais correspondre ce premier cran double et je positionne les épingles côté manche. Je mets ma manche bien bord à bord. Ensuite, je retrouve le cran de tête de manche qui correspond avec la couture de l'épaule. Je continue ensuite le cran suivant sur la manche, mais correspond avec un autre cran sur l'emmanchure. Et enfin, la couture du dessous de manche correspond avec la couture de côté et les marges de couture de ces 2 coutures anglaises se positionnent en quinconce. Donc l'une d'un côté, l'autre de l'autre. Ensuite, au niveau de la tête de manche, je vais retrouver le fil de fronce que j'avais passé au début avant de fermer ma manche et je vais légèrement tirer dessus, non pas pour froncer ma manche, mais tout simplement pour regrouper un peu la matière et permettre à cette courbe de mieux se positionner. Voilà, il n'y a pas d'embut ou extrêmement peu sur cette manche, donc ça va être très facile de faire correspondre les longueurs. Et une fois qu'elles correspondent bien, et bien là je rajoute plus d'épingles et autant que je souhaite. Le but étant de m'aider à piquer en fait. Une fois que c'est bien préparé, que tout est bien positionné, la couture vraiment sera extrêmement facile. Voilà, et idem de l'autre côté du cran de tête de manche, je tire un peu sur le fil de fronce. Les longueurs se correspondent, je ne dois pas faire de fronce apparente en tout cas. Et j'épingle. Je continue cet épinglage sur tout le tour et ensuite je pourrai piquer à 1 cm. Et donc voilà la manche qui a été piquée sur tout le tour. Donc j'ai dans un second temps pu retirer mes épingles. Sur l'endroit, ça tombe très bien. Il n'y a pas de petits plis marqués, donc c'est parfait. Ici, j'ai simplement le fil de fronce qui est apparent, donc ça, pas de souci, il suffit de le retirer. Donc, je tire dessus, je l'enlève. Et voilà ma manche qui est montée. Maintenant, dernière chose, pour réaliser une finition propre à l'intérieur, je vais tout simplement surfiler cette marge de couture. Donc idéalement avec une surjeteuse 3 fils et sinon avec le point zigzag de votre machine à coudre classique en piquant un petit peu loin du bord et en recoupant dans un second temps les effilochures qui dépassent. Et enfin, pour terminer la chemise, il ne me reste plus qu'à réaliser les boutonnières ou à poser des boutons pression. Et je commence par positionner donc celle qui se situera sur le pied de colle, donc sur le côté droit. La boutonnière, enfin le centre du bouton est centré sur la largeur de la patte de boutonnage et la boutonnière suit la forme du pied de colle. Ensuite, je positionne une boutonnière au niveau de la poitrine. Donc si vous avez choisi une patte de boutonnage cachée, la boutonnière est à réaliser à l'intérieur.
Sinon, elle est à réaliser sur la pâte de boutonnage classique. Donc là, je peux passer la chemise pour essayer et m'assurer que ce bouton va bien tomber sur le saillant de la poitrine, hein. Ce sera très important pour ne pas avoir une chemise qui s'ouvre et qui baille à ce niveau-là, c'est pas très esthétique. Et donc là aussi, je centre mon bouton sur la largeur de la pâte de boutonnage et là, je réalise des boutonnières verticales. Ensuite, je positionne ce bouton-là qui est à équidistance entre le bas du pied de colle et le bouton de la poitrine. Puis, je mesure cette distance-là et je la reporte jusqu'en bas de la patte. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boutons jusqu'en bas, ce qui me fait m'arrêter jusqu'à à peu près 5-6 cm du bas de la chemise. Donc si besoin, je peux en mettre plus ou moins selon ce que je souhaite, mais en tout cas, le plus important sera de commencer par positionner le bouton au niveau de la poitrine et bien sûr de positionner le bouton centré sur le pied de colle. Ensuite, si vous avez choisi des rabats, vous pouvez réaliser des boutonnières ou pas, ça c'est au choix. Sur le rabat arrondi, je vous recommande une boutonnière qui suit la forme du bas de l'arrondi parallèle. Et sur la poche, enfin le rabat de poche qui est en pointe, vous pouvez plutôt la réaliser horizontale. Et ici, je positionne le centre de mon bouton centré à peu près sur l'arrondi à 1 cm et la boutonnière en biais de cette façon au niveau de l'arrondi. Ou alors, autre possibilité, je peux aussi mettre ma boutonnière parallèle au côté, toujours à 1 cm et orientée à la verticale. Donc je réalise ces boutonnières où je pose mes boutons pression, je couds si besoin les boutons en face et maintenant votre chemise est terminée. J'espère que vous avez appris plein de choses et surtout que vous prendrez plaisir à la porter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.